Voilà ce qu'il en est. Donc, en fait, déjà, on va peut-être refaire un tour sur les projets qui ont été donnés. Donc voilà, donc il y a le projet de Samson, le projet de Marie-Alice, le projet de Louis, le projet de Maël, le projet de Sylvain, le projet de Romain. Donc merci à eux déjà d'avoir bossé pendant 24 heures là-dessus, peut-être moins pour les plus efficaces. Alors, selon les trois professionnels, il y a des détails importants qui sont inhérents à ce type de véhicule, et même sans être un professionnel du transport et de la voiture de course, cela relève du bon sens, en fait. Une voiture qui est censée courir au Mans est une voiture d'endurance, donc qui va rencontrer des conditions météo changeantes, qui a une certaine typologie. En fait, on fait pas exactement ce qu'on veut. Donc, par exemple, il y a la bulle rapportée qui est très significative de ce type de véhicule. Les feux, bien sûr, puisqu'on court sur 24 heures et qu'on est censé courir de jour comme de nuit. Les essuie-glaces, bah oui, parce qu'il y a quand même pas mal d'années où ils ont eu des intempéries. Les proportions, ça c'est plus sur le véhicule en lui-même. Le débattement des suspensions et la place pour la technique, le moteur par exemple. Parce qu'il est très facile de faire un véhicule avec un semblant d'aérodynamisme, mais si on ne s'imagine pas que derrière on va lui coller un V10 ou je ne sais quoi, bah, ça va être compliqué. Voilà. Idem pour en fait les passages de roues sur ces véhicules-là, c'est un peu comme si vous aviez une Formule 1 qui était carrossée. Parce qu'une Formule 1, bah, elle n'est pas carrossée pour plein de raisons, notamment pour des raisons de vitesse aussi, parce que finalement, ça fait que ça va moins vite. Et les voitures du Mans vont en vitesse de pointe beaucoup plus vite que des Formule 1, jusqu'à ce que même d'ailleurs, quand il y a eu un véhicule qui s'est retourné, je ne sais plus quelle année, et ben c'est là où dans la ligne droite des Lunaudière, ils ont mis une chicane pour aller moins vite. Donc voilà, donc sorti de tout ça, bien on a appliqué en délibérant des notations sur les points qui avaient été notés comme la propreté, la continuité des surfaces, l'historique de construction, la propreté de l'arborescence. Donc là, on est très proche, très centré fusion et l'utilisation du logiciel. La capacité à innover, la cohérence aérodynamique. Là, c'était plus de l'avis des trois designers de transport. Et le détail et les assemblages complexes, là, c'était un mix des deux, mais surtout Xavier a donné son point de vue parce qu'il y en a qui sont allés plus loin dans l'utilisation de fusion, qui aussi, par exemple, pour l'historique de construction, la propreté de l'arborescence, ont utilisé diverses techniques, du surfacique, de l'outil forme, peut-être même du solide, ou enfin bon, bref. Et surtout, il y en a qui ont fait des dossiers. Enfin, vraiment, il y avait une arborescence qui était plus propre que sur certains autres modèles. Et donc, bah, il en est ressorti finalement de tout ça, ici, tac, des notes. Voilà. Et on a deux personnes ex aequo et une troisième personne. Voilà. Donc, les deux personnes ex aequo sont. On a quand même des ex aequo sur le podium. Alors ça, c'est effectivement. Oui, on a quand même des ex aequo, mais finalement, en discutant avec les designers, il en est ressorti que selon eux, ce qui s'apparentait le plus à un véhicule d'un point de vue réalisme pouvant courir au Mans, c'était ce véhicule-ci. Parce que pour eux, on avait vraiment la partie, le nez qui était très bas, avec les passages de roue qui étaient très saillants, et ça, c'était vraiment typique de ces véhicules-là. Ce qui n'est pas le cas sur le véhicule de Louis, où devant on a plus une apparence de les nouvelles McLaren, par exemple. Les 670 et compagnie là, où on a un avant qui est assez épais. Et en fait, il n'y a pas grand chose à modifier sur le véhicule de Louis pour que finalement il s'apparente vraiment à un véhicule de course. Là, on est plus sur une supercar et pas un proto, quoi. Malgré ça, en fait, Louis est sorti vainqueur parce que Xavier, en tournant autour de la modélisation, s'est aperçu que Louis avait une utilisation de fusion qui était plus avancée. Qu'il avait une arborescence qui était propre, hiérarchisée. Derrière aussi, il a fait un extracteur d'air. Enfin, il y a plein de choses. Il a apporté des détails. Voilà, il y a quand même il a fait des rétroviseurs. Enfin, la bulle aussi qu'on voit ici, qui est très caractéristique finalement de ces véhicules-là. Bah, là, bon, ok, on a une bulle qui est fuyante. On dirait plus une bulle d'avion de chasse, quoi.
ce qui n'est pas réaliste. Par contre, on a bien ici la manche à air là, qui va refroidir le moteur. Donc bon, c'était un mix, mais en tout cas, Louis a eu plus de points sur la technique et l'utilisation de fusion, ce qui est quand même le cœur de ce challenge aussi, il ne faut pas s'en cacher. Donc voilà, donc notre grand vainqueur est Louis, suivi de Maël et de Marie-Alice. Voilà. Bravo à eux. En tout cas, alors là, c'est vraiment qu'il y avait vraiment des regards de spécialistes. Hein, vous êtes rentré loin dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a eu un beau travail qui a été fait. Puis je vois même en termes de rendu. Alors, ça faisait partie de la demande, Oui. à la fois la conception, mais la petite touche de rendu. C'est un peu le fil conducteur aujourd'hui. Hein. On a commencé les sessions sur cet aspect-là. Florent, justement, est-ce que pourquoi avoir mis à l'avant justement cet aspect rendu? Pourquoi c'est important aujourd'hui de travailler cet aspect? Parce que c'est sorti d'une CAO et de l'utilisation du fichier CAO dans un logiciel. C'est le seul moyen de communiquer avec des béotiens, des gens qui ne savent pas ce qu'on fait, et surtout de faire voir l'objet. Alors, si on revenait sur les rendus, par exemple, moi, celui qui m'attire le plus, c'est celui-ci, par exemple. Malgré le fait qu'il n'ait pas une intégration dans un environnement réel. Parce que pour moi, il va à l'essentiel, on voit le véhicule, on n'a pas l'image qui est polluée par ce qu'il y a autour. Ce qu'on veut montrer, c'est l'objet. Voilà. En plus, on a un rendu dynamique avec une focale de caméra on doit avoir une ouverture, je sais pas, proche de 35 mm. Donc, on a une ouverture du coup, on a une ouverture qui est grande. En fait, on a un angle de vue qui est grand et qui augmente les points de fuite, ce qui rend l'objet d'autant plus dynamique. Ce qui est moins le cas ici, où ici, on voit que les fuyantes, elles ne sont pas très fuyantes. Là, on l'a un peu plus. On a des fuyantes qui sont un peu plus fuyantes. Enfin, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est super important parce que ça montre aussi, c'est aussi dans le rendu qu'on va mettre en avant des choses qu'on veut faire voir, peut-être une qualité de carrosserie particulière. Parce que là, si on avait ces véhicules-là, peut-être avec une carrosserie comme ça se fait beaucoup maintenant, avec un covering mat, ça ne rendrait pas du tout pareil. Voilà, c'est aussi, au-delà de la modélisation, ça fait aussi partie de comment vendre l'objet, je pense. C'est très important. Je pense que c'est très important, même si on a beaucoup à faire avec Fusion à des concepteurs, des ingénieurs qui sont très cartésiens, à un moment donné, il va falloir parler à des gens qui ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Moi, j'ai l'habitude de dire, si vous devez expliquer votre projet, faites-le comme si vous parliez à vos parents, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que le rendu, c'est quand même important. Et oui, c'était un point important. Donc dans ce challenge, je voulais peut-être aussi rappeler, puis si si Louis est parmi nous sur le salon, on Ouais. l'invitera peut-être à nous rejoindre d'ici quelques minutes pour dire un petit mot et voir comment il a abordé ce projet et ce cahier des charges. Je voulais faire aussi un petit rappel parce que c'est un très beau podium et pour ça, il y a eu pas mal d'implications de nos partenaires et du jury que tu as sélectionné, Florent. Là, on avait vraiment affaire à des professionnels du domaine, donc ils ont été très exigeants. Je vois que c'est assez intéressant de voir dans quelle mesure vous êtes rentré dans les détails du design, du rendu, et aussi le regard de Xavier Rousseau sur, on parlait de l'arborescence, donc c'est vraiment dans le détail, mais c'est aussi important la méthodologie de travail, Ouais. notamment dans des logiciels qui font le mix comme ça entre du design, du paramétrique. On a vraiment différentes approches, mais par contre, reste au cœur cette approche-là d'arborescence de conception, de pouvoir revenir dessus, de pouvoir aussi partager un projet, puisque la collaboration est au cœur de Fusion. Et c'est vrai que le fait de travailler cette méthodologie d'arborescence, Mm. c'est aussi un moyen de pouvoir collaborer. Il n'y a pas que l'outil en lui-même, mais la méthode est importante. C'est Donc c'est vrai exactement que ça. Parce qu'on ne travaille pas tout seul, et si un jour on n'est pas là, il faut qu'un collègue puisse bosser dessus et comprenne ce qu'on a fait. Et c'est vrai que Fusion en ça, avec cette arborescence, c'est formidable parce que on bouge le slider de la chronologie, on voit les étapes successives, on peut réintervenir dessus et c'est formidable.
Alors du coup, en parlant de méthodologie, je voulais aussi en profiter, pour, mettre, en avant nos sponsors parce que, on a eu la participation aussi de 3D Connexion, hein. Ce sont des outils qui vont vraiment aider les concepteurs, au moment où ils conçoivent, peut-être pour avoir des raccourcis, pour pouvoir avoir, des méthodes de navigation qui soient plus personnalisées et ça, c'est vrai que, déjà dans Fusion, on a une interface qui est plutôt bien pensée, mais on peut venir rajouter, des outils et c'est ce qu'on va proposer d'ailleurs à notre podium, de découvrir les produits 3D Connexion qui vont recevoir d'ici quelques jours. Et pour le côté un peu plus entertainment, amusement, on va aussi pouvoir mettre sur piste notre prix du design réaliste. Hein, donc, il aura l'occasion de conduire. Alors, pas un hypercar, parce que c'est quand même un petit peu plus technique, mais au moins déjà une très belle voiture sur piste. Et aussi peut-être un point sur lequel alors on avait voulu réserver pour le coup de cœur du jury, qui est justement la personnalisation d'une voiture RC. Donc Florent, peut-être tu peux nous expliquer qu'est-ce qui était attendu et comment vous l'aviez peut-être présenté dans le cahier des charges Oui, oui, oui. et en quoi ça va consister. Bien sûr. En fait, on s'est dit, ok, c'est très bien tout ça, mais on est quand même dans un univers virtuel. Et voir se concrétiser ce qu'on a imaginé, c'est magique. Voilà. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois avec d'autres projets et c'est vraiment magique. Et là, on s'est dit, bon, les outils de 3D connexion, c'est vraiment des outils formidables. Je pense que pour le flux de travail, ça augmente notre capacité à travailler plus vite. Je pense que c'est vraiment la finalité de ces objets-là. Le tour de piste en voiture, c'est top. Mais le tour de piste en voiture, ça crée du souvenir. Donc ça, c'est génial. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on peut créer quelque chose de pérenne? Et donc, on est parti sur l'idée de fabriquer, en fabrication additive, la carrosserie qui aura été lauréate euh, pour l'adapter sur un format de voiture qui est une monotypie en fait en voiture radiocommandée qui s'appelle le Mini Z. C'est une échelle au 1/28e et donc bien entendu il y aura peut-être des modifications à faire de la part de Louis pour pouvoir adapter, mais en tout cas on fera ça de concert. Mais l'idée, c'est vraiment de lui offrir la mini Z avec la carrosserie qu'il aurait imaginée pour, s'il a des enfants, il jouera avec ses enfants, puis peut-être qu'il jouera tout seul aussi, puis peut-être qu'il se prendra de passion pour ces courses automobiles qui se font en intérieur. Voilà. Voilà, la boucle est bouclée. On repart effectivement sur le retour à la réalité avec l'impression 3D. C'est un beau clin d'œil. Alors, je crois que Louis est bien là. Je lui propose de nous rejoindre Bien sûr. pour qu'on puisse parler un petit peu de son expérience et voir comment il a abordé le sujet. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour Bonjour. Louis. Tout le monde m'entend, c'est bon? Parfait, ravi de t'accueillir et d'avoir un peu à chaud, hein, on te fait monter sur scène Oui, comme oui, oui. ça pour ce challenge. Donc, peut-être rapidement nous dire aujourd'hui comment tu utilises déjà Fusion, parce que je vois qu'il y a déjà une belle utilisation du sujet. Et puis peut-être nous parler après un peu de l'expérience et comment tu as abordé ces 24 heures. Alors, moi, j'ai découvert un peu Fusion grâce aux WorldSkills, puisque en fait, je suis expert adjoint en fabrication additive. Alors peut-être les WorldSkills, peut-être pour repréciser, Louis, pour ceux qui ne connaissent pas, peut nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est les Olympiades des métiers. Donc, c'est une compétition qui représente à peu près 60 métiers qui touchent tous les domaines. Donc, il y a beaucoup de domaines industriels avec la CAO, le tournage, le fraisage. Et on a eu un nouveau métier qui est donc la fabrication additive. Et grâce aux formations de F3DF, celles notamment de Xavier Rousseau et de François Yves, on a réussi un peu à former nos futurs jeunes talents et notamment Raphaël Criado qui a fini vice-champion du monde en fabrication additive à Lyon en 2024. Ah c'est pas mal, un peu cocorico, hein, c'est sympa. Voilà. Et donc est-ce que j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle génération de champions qui se préparait puisque c'était la C'est ça. première compétition l'année dernière Ouais. et là, il se prépare quelque chose aussi? Pour la finale 2025 à Marseille, on est passé de 5 régions à 10 régions représentées. Donc 10 candidats qu'on a pu rencontrer lors du premier stage préparation nationale à Toulon.
au lycée Rouvière. Et il y a des futurs Raphaël, j'ai l'impression, dans la promotion. Donc, Donc, c'est sûr que c'est le c'est podium à pour suivre. encore une C'est fois, à c'est suivre. encore sur le C'est podium. à suivre. Voilà, voilà. OK. Donc du coup, tu as étudié Fusion, finalement de manière assez récente et ce que je comprends, c'est que Oui, tu le ouais. partages aussi, au quotidien avec des plus jeunes. Alors, je le connaissais un peu avant les WorldSkills parce qu'en fait, je suis enseignant en BTS CPI et CPRP, donc bureau d'études et fabrication. Et donc, on avait l'habitude de travailler un peu avec tous les logiciels que tout le monde connaît, SolidWorks, CATIA, voilà. Et j'avais voulu apporter un petit peu de nouveau avec Fusion que je découvrais. Et puis, bon, étant un peu maker aussi à côté, Fusion aidait pas mal au départ pour ça. Et c'est vrai qu'avec la formation que j'ai reçue pour les WorldSkills, voilà, j'ai apprécié le logiciel et c'est mon logiciel principal pour moi, voilà, en utilisation. Bon, maintenant, on veut tout savoir ce qui s'est passé dans les coulisses, alors dans l'atelier, je sais pas, des 24 heures de Fusion. Comment tu as appréhendé le sujet et comment tu as organisé ta conception? Alors, déjà, j'ai abordé ça comme un petit défi, c'est-à-dire que je l'ai proposé à tous les jeunes. J'aurais aimé en voir un peu plus, mais c'est vrai que les 24 heures, c'était compliqué avec les examens qui arrivaient et tout. Moi, j'ai profité du lundi de Pentecôte, en fait, pour me lancer là-dedans. Pour rouler tranquille avec Voilà, moins de monde. voilà. Et j'avais une idée de quelque chose dans la tête. Je savais pas trop comment rendre ça possible. Et donc, j'ai lu en détail le cahier des charges. Et puis, on va dire, j'ai posé les blueprints fournis sur les plans. Et puis après, j'ai découvert, alors pour le coup, j'ai découvert un outil qui est hyper puissant et j'ai vraiment besoin d'être formé dessus. Plus, c'est l'outil Form, parce que c'est juste magnifique pour justement tout ce qui est surfacique comme ça. C'est exceptionnel. C'est assez facile parce que pour avoir essayé sur d'autres logiciels, c'était un peu plus galère. Donc là, l'outil Form est très très utile. Et donc voilà, je suis parti en me disant, faut y aller, on fonce, on y va. L'avantage, on va dire peut-être du professorat et des WorldSkills, c'est avoir dans la tête à partir du cahier des charges comment construire sa conception. Mais voilà, il y a Donc c'est une déformation professionnelle sur l'arborescence. Des formations professionnelles sur l'arbre de construction, puisqu'on leur demande quand même à nos étudiants d'être assez stricts et pareil pour les WorldSkills. Donc voilà. Et pour une fois, j'ai montré l'exemple. Bon, parfait. Et ce qu'il y a de bien, c'est que on va pouvoir te re-challenger puisque tu l'as compris, il va falloir peut-être regarder qu'est-ce qui va être un peu adapté pour la fabrication additive. On est presque sur un sujet parfait pour les WorldSkills là. Alors, si on arrive à tout faire avant octobre, j'espère, j'amènerai la voiture sur le stand. Dans les stands ou sur le... sur le stand, non, sur le stand de la fabrication additive à Chano. Voilà. D'ailleurs, le numéro 57, c'est un rappel justement du numéro du skill, du métier. On pourra même faire ça, on pourra même mettre de l'adhésif dessus, pas de problème. Bon, super. On n'avait pas vu que le petit clin d'œil jusqu'au bout, les détails. Donc, bon, très intéressant. Merci en tout cas, Louis, d'avoir joué le jeu, de s'être prêté au jeu du challenge. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, ce que je comprends, c'est que tu as l'habitude plutôt d'être coach et de proposer les challenges. Cette fois-ci, tu as endossé le dossard de compétiteur. Donc, merci pour ça. Je ne sais pas si Xavier est en coulisses. Je voudrais avoir aussi peut-être voilà Xavier, il suffit de alors justement, je voulais t'avoir pendant quelques minutes pour clôturer cette phase de challenge. Alors, je suis content que Louis ait parlé de l'outil Form
parce que justement, c'était un petit peu l'intention, et j'aimerais que tu nous en reparles. Tu nous as un petit peu glissé des mots ce matin, mais dans le cahier des charges, en fait, il fallait lire un peu entre les lignes sur quel outil utiliser, et ça faisait partie des outils qu'on aurait voulu voir sur la compétition et qu'on a pu voir avec le travail de Louis, qui est l'outil Form. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que c'est vrai que c'est pas l'outil le plus classique dans Fusion. Alors, l'outil Form, c'est vrai que c'est pas le plus classique et c'est un outil qui n'est pas forcément visualisé dès le départ par les concepteurs. Pour une simple raison, c'est que quand on parle de Fusion, on parle d'un logiciel de CAO le plus souvent. Or, ce n'est pas un logiciel de CAO, c'est un logiciel, en fin de compte, de produit ou de prototypage qui va vraiment nous donner tous les outils. Or, moi, quand je suis quelqu'un de bien placé pour utiliser l'outil Form, puisqu'à l'origine, je ne viens pas de la CAO, mais de 3ds Max. Donc, du monde de l'animation, des conceptions organiques, des conceptions artistiques, voire un peu barrées, ou encore de personnages. Et ben en fait, tout ça, je peux le refaire maintenant dans Fusion. Le meilleur exemple que l'on ait fait, en tout cas, un exemple très poussé que l'on a fait chez F3DF, par exemple, c'est un projet que l'on a montré sur d'autres skill camp. Excusez-moi, je vais partager rapidement, je crois que je l'ai pas loin. Qui est en fait, j'espère qu'il est par là, voilà, qui est en fait l'astronaute. Donc c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois lors de Classroom ou de présentations. Et en fait, une conception comme ça, logiquement, on l'a fait sur ZBrush, sur 3ds Max, Maya, Blender. Mais au final, l'outil Form de Fusion, en fait, sur les fonctions, est une copie de ces logiciels presque. Et c'est pour ça que dans les formations, j'explique que l'on peut visualiser des tutos, par exemple, venant d'autres logiciels. Et juste en faisant, attends, cet outil ressemble à celui-là du mode Form, on peut appliquer les mêmes méthodologies. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cet outil Form par rapport à d'autres outils dans Fusion? Alors, l'outil Form, la particularité première, c'est qu'en fait, c'est de la pâte à modeler. C'est-à-dire qu'on ne va pas être paramétrique forcément, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sur des mesures au dixième de millimètre. Par contre, le fait de pouvoir rajouter rapidement, par exemple, de nouvelles arêtes. Donc là, c'est de la subdivision, c'est ça en fait, c'est de la subdivision pour venir ajouter du détail dans des zones. Exactement. Et de cette optique-là, par exemple, on peut commencer sur des modèles. Oula, pardon. J'ai mes filtres de sélection qui étaient désactivés depuis la session, voilà. Et en fait, on va pouvoir très facilement modifier nos modélisations en enlevant ou en rajoutant, par exemple, des éléments de contrôle pour aller plus loin dans la création de détails. On va aussi avoir accès, contrairement aux solides ou aux surfaces, à la sélection d'arêtes, de faces ou de points, et à des transformations de déplacement, rotation ou mise à l'échelle encore. Et ainsi, on peut très rapidement arriver sur des formes avancées ou juste basiques qui vont nous servir par la suite lors de modélisation en surfacique, voire en solide. Alors, c'est un pommeau de vitesse que tu es en train de nous préparer, ça y ressemble un petit peu. Alors, ça peut être une base de pommeau de vitesse, mais c'est là où aussi l'outil Form. Si on a l'imagination, on peut un peu se perdre, puisqu'en fait, à partir de cette forme, je pourrais partir sur un pommeau de vitesse, sur une souris, j'imagine même une voiture, un vaisseau spatial. Il pourrait y avoir tellement de choses, je vous avouerai. Et la question que je me pose, du coup, Xavier, c'est que là, comment tu jongles entre une approche qui est très paramétrique avec un arbre de conception, avec des fonctions, et cet espace forme? Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Est-ce qu'on peut mixer les approches? Exactement. Alors, c'est la force de Fusion, dans le sens où si, une fois que j'ai, on va dire, conçu la forme générale, par exemple, de mon objet, je pourrais tout à fait sortir de mon outil Form. Et à partir du moment où j'ai un volume plein, je vais être considéré comme du solide, du BEREP, la technologie BEREP.
Ou si par hasard j'enlevais des surfaces, je vais rapidement supprimer par exemple les surfaces du bas ici, bah, je vais avoir un outil qui est plus surfacique et que je vais pouvoir coupler avec des outils venant de surface. Par exemple ici, je pourrais prendre par exemple régler pour repartir des arêtes du bas pour créer de nouvelles surfaces, voire des surfaces avec des angles et exploiter au maximum en fait les outils du surfacique. Oh, pardon. Par exemple ici, je pourrais répéter comme je disais, si j'avais besoin d'une forme un peu comme ceci, pour un accordéon par exemple, si on repart sur le pommeau, et je vais pouvoir utiliser par exemple la face fermeture pour fermer proprement le dessous de ma surface. Et là, j'ai un mélange entre du surfacique et de l'outiforme. Donc, en fait, c'est vraiment l'intérêt de Fusion. C'est d'ailleurs une partie qu'on a regardée dans le challenge, jusqu'où ils étaient allés dans le mélange des méthodes de conception. Parfait. Merci pour ce petit éclairage complémentaire sur l'outiforme. On peut retrouver tes formations en ligne sur certains tutos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube F3DF, mais aussi sur les différentes plateformes de formation F3DF. Merci à tous. Florent, peut-être le petit mot de la fin pour ce challenge, cette expérience. Et moi, je vais trouver ça super cool et surtout, j'ai hâte d'échanger avec Louis pour que ça devienne réalité. En fait, c'est ça le truc. Parce que le virtuel, c'est bien, mais il faut que ça devienne réalité à un moment ou à un autre. Voilà. Et à suivre, alors ça veut dire on verra peut-être des résultats partagés. On partagera les résultats en tout cas pour éventuellement faire des publications que les gens voient que ça prend vie. Merci à tous. Si vous avez des petites questions, si vous avez une petite remarque, n'hésitez pas à les partager via le chat ou via la zone questions-réponses. Je tiens encore une fois à remercier les différents sponsors pour ce challenge, parce que c'est aussi pour nous un point important lors des skill camps, c'est de créer des défis de ce type-là. Et pour ça, merci à Autodesk, F3DF, 3D Reality, 3D Connexion, pour d'avoir joué le jeu et aussi de gâter nos concepteurs qui ont participé au challenge. Il va être 15h30. Je vous propose d'enchaîner sur la suite du programme.